les vaisseaux de guerre se déploient dans la mer du Nord, maintenant habilement leurs positions respectives. À un signal donné, le maître canonnier, montre en main, compte les secondes à la 6e, il lève les yeux, tous les canons partent à la fois, visant une même cible qui s'enflamme et vole en éclats. Avec une égale indifférence, une douzaine de jeunes G2NS, au printemps de la vie, descendent, le visage calme, dans les profondeurs de l'océan, et là, impassiblement, quoiqu'en parfaite connaissance de cause, ils affixient ensemble, sans se plaindre. Comme des carrés de soldats de plomb, la troupe couvre le champ de blé, escalade le flanc de la colline, s'arrête, tournoie, s'éparpille, et s'aplatit sur le sol, sauf quelques débris qui s'agitent, on désute les voir à la lorgnette, et tombe comme une jonchée d'allumettes cassées. Temps restant dans le livre, 14h21 minutes 20%. Toutes ces tornes d'activité, jointes aux échanges incessants des banques, des laboratoires, des chancelleries et des entreprises commerciales, ce sont les coups de rame qui, dit-on, font avancer le monde. Et cette avance est réglée par des hommes aussi inoffensifs, en apparence, que l'impassible sergent de ville de Ludgate Circus. Faites attention toutefois que le visage de cet homme, loin d'être rembourré jusqu'à la boursouflure, est tendu par l'effort de la volonté et amaigri par la fatigue de cet effort. Quand il lève le bras droit, la puissance de ses veines SP propage de son cœur jusqu'au bout de ses doigts, pas une once n'en est perdue, ni en impulsion soudaine, ni en regrets sentimentaux, ni en cheveux coupés en quatre. Aussi les omnibus s'arrêtent pile. C'est ainsi que nous vivons, paraît-il, menés par une force insaisissable. Et l'on dit aussi que les romanciers ne la captent jamais tout à fait, elle passe avec effraction à travers leur filet, qu'elle réduit en lambeaux. Et c'est d'elle que nous vivons, de cette insaisissable force. Mais des hommes, dit le vieux général Gibbon, faisant du regard le tour du salon, rempli comme tous les dimanches après-midi, de gens bien habillés. Mais des canons Mrs. Durand, à son exemple, inspectent les alentours. Clara, croyant que sa mère la cherche, approche, et puis s'en va. On parle de l'Allemagne, ici, chez les Durand, tandis que Jacob, mené par l'insaisissable force, descend rapidement la rue d'Hermès, pour aller se jeter dans les bras des Williams. Ah, s'écria Sandra, avec une cordialité qu'elle éprouva aussitôt. Evan ajouta, quel heureux hasard. Le Linerol et RT Jacob, L11C, 101 Kiklon, is sur le square de la Constitution, rue un excellent dîner. Des corbeilles en argent plaqué contenaient des petits pains frais. Il y avait du beurre authentique. Et c'est à peine si la viande avait besoin d'être déguisée sous un amas de petits légumes verts et rouges, glacés de sauce. Une impression d'étrangeté n'en subsistait pas moins. Les petites tables étaient dressées, à intervalles réguliers, sur un tapis rouge orné du monogramme en jaune des rois de Grèce. Sandra avait gardé son chapeau point d'interrogation et son voile, comme d'habitude. Evan regardait à droite et à gauche, imperturbable et pourtant victime résigné, et de temps à autre il laisse, pirait. Oui, tout cela paraissait étrange, ces Anglais, qui se rencontraient à Athènes un soir de mai. Jacob, tout en faisant honneur au dîner, répondait intelligemment, mais d'une voix un peu stridente. Les Williams partaient le lendemain matin pour Constantinople. Ils l'annoncèrent. Vous ne serez pas encore levé, dit Sandra. Ils allaient donc abandonner Jacob. Ceci, tournant un peu, Evan donna un ordre, commanda une bouteille de vin dont il servit un verre à Jacob avec une sorte de sollicitude paternel, si l'on peut dire. Rester seul, mais c'est excellent, pour un jeune homme, et jamais le pays n'avait eu plus grand besoin de bons serviteurs. Evan soupira. Et vous êtes allé à l'acropole, demanda Sandra. Oui, dit Jacob. Tous deux se dirigèrent vers la fenêtre, pendant qu'Evan donnait des ordres pour faire réveiller de bonne heure le lendemain matin. C'est prodigieux, dit Jacob, d'un ton rogue. Temps restant dans le livre. 14h19 minutes 21%. Sandra leva légèrement le un itipi ou appetiti grossit que ses narines se dilatèrent légèrement. C'est convenu, à 6h30, dit Evan, venant les rejoindre, avec l'air de se voir en face d'un événement, alors qu'il avait devant lui Jacob et Sandra sa femme, debout, le dos tourné à la fenêtre. Elle lui sourit, et comme, sans mot dire, il se rapprochait, elle parla, sans prendre la peine de finir ses phrases. Mais, ce serait délicieux, ne croyez-vous pas, Evan, si vous n'êtes pas trop fatigué, l'acropole point. Evan, à ces mots,
les regarda, ou du moins car Jacob fixait le fond de la pièce, regarda sa femme d'un air hargneux, renfrogné, mais avec une sorte de détresse. Non qu'il crut qu'elle allait avoir pitié de lui, pas plus qu'il ne s'attendait à ce que l'implacable ardeur de l'amour, quoi qu'il fît pour s'en guérir, cessa de le torturer. Jacob et Sandra partirent, et il resta seul dans le fumoir, qui donne sur le square de la Constitution. Il est plus content comme ça, dit Sandra, tout seul avec ses journaux, dont nous avons été privés de rouiller quelques jours. Et, mon Dieu, ne vaut-il pas mieux que chacun ait ce qu'il désire point? Depuis que nous ne nous sommes vus, vous avez admiré bien des merveilles. Quelle impression je vous trouve changé. Vous désirez aller à l'Acropole, dit Jacob. En ce cas, par ici ce sont des souvenirs à garder toute sa vie, dit Sandra. Oui, je regrette que vous n'y essayiez pas aller dans la journée, c'est encore plus beau à cette heure-ci, dit Sandra avec un geste expressif. Temps restant dans le livre. 14h17 minutes 21%. Jacob eut un regard vague. Vraiment, il vaut mieux voir le Parthénon le jour, dit-il. Vous ne pourriez pas y retourner demain matin, ce serait trop tôt, vous avez dû y passer des heures, tout seul ce matin. C'était plein d'horribles femmes, répéta Sandra de française. Quelque chose de merveilleux vous est quand même arrivé, dit-elle. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Voilà le temps dont elle disposait. Oui, dit-il, quelque chose qui est merveilleux quand on a votre âge, quand on est jeune. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Devenir amoureux? Sans doute, oh sûrement. Mais ne précipitez rien. Je suis tellement plus vieille que vous. Un groupe de gens encombrants l'écarta du trottoir. Continuons, nous demanda Jacob. Continuons, répondit-elle. Elle ne pouvait pas s'arrêter avant de lui avoir dit, ou de lui avoir entendu dire, quoi, mais était-ce de sa part qu'elle attendait, qu'elle entrevoyait dans la distance, incapable de se calmer? Vous ne verrez jamais d'Anglais installés dehors comme ces gens-là, dit Jacob. Non, jamais. Quand vous serez de retour en Angleterre, souvenez-vous de cette soirée où tenez. Venez avec nous à Constantinople, mais, Sandra soupira, temps restant dans le livre. 14h16 minutes 21:0. Mi oui, je sais, il cuit, vous visitiez d'Elf, dit-elle. En même temps, elle se demandait, mais qu'est-ce que j'attends de lui? Peut-être quelque chose que je n'ai jamais eu. Il faut y arriver vers 6h du soir, reprit-elle. Vous verrez planer les aigles. Un réverbère, au coin de la rue, éclaira le visage de Jacob, un visage contracté, et même désespéré, l'air maître de lui. Pourtant, peut-être souffrait-il. Il était naïf, non sans causticité, toutefois. Déjà il portait en lui le germe de la totale désillusion qui lui viendrait plus tard, dans sa maturité, sur le compte des femmes. Peut-être ne viendrait-elle pas fatalement, ce RTE désillusion de l'âge mûr, si l'on se donnait la peine de monter vaillamment la côte? L'hôtel est abominable, dit Sandra. Les précédents voyageurs avaient laissé leur cuvette pleine d'eau sale. D'ailleurs, c'est la règle, ajouta-t-elle en riant. Les gens qu'on rencontre en voyage sont vraiment odieux, dit-il. Son agitation était évidente. Écrivez-moi, faites-moi part de vos impressions, dit-elle. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous éprouvez. Dites-moi tout. La nuit était sombre, l'Acropole, un tertre déchiqueté. Cela me ferait un immense plaisir, dit-il, quand nous serons de retour à Londres. Nous nous reverrons, oui. Je suppose que ce n'est pas fermé le soir, dit Jacob. Nous escaladerons la clôture, dit-elle avec véhémence, obscurcissant l'éclat de la lune, et plongeant en même temps l'Acropole dans l'obscurité. Les nues, elles glissaient d'état en ouest. Les nuages se massaient, les vapeurs épaississaient, les voiles traînant s'immobilisaient, s'étalaient, temps restant dans le livre. 14h15 minutes 21%. Tout était noir à présent dans Atlim, sort le trait rouge un peu giflotant qui marquait la place des nids, et la façade du palais, à la lumière électrique, paraissait cadavéreuse. En mer, on voyait les jetées, représentées par des taches distinctes. Les vagues étaient invisibles, et les promontoires et les îles n'étaient que des renflements sombres semés de points lumineux. J'aimerais vous présenter mon frère, si vous le permettez, quand votre mère viendra y Londres, dit Sandra. La terre grecque était dans l'ombre, quelque part au large de baie. Un nuage, sans doute, avait frôlé les vagues en les éclaboussant de pluie à la surface de la mer. Les dos fixes décrivaient des cercles, de plus en plus en profondeur. Et c'était un vent violent,
le vent qui parcourait la mer de Marmara, entre la Grèce et les plaines troyennes. En Grèce, et sur les hauts plateaux d'Albanie et de Turquie, le vent balaie la poussière et le sable, et s'alourdit de leurs particules desséchées. Il crible le dôme lisse des mosquées, il cingle les rois de cyprès, auprès des tombes musulmanes enturbanées. Le voile de Sandra flottait autour d'elle. « Je vais vous donner mon exemplaire, dit Jacob. Vous le garderez, c'étaient les poèmes de Donne. Tantôt l'agitation du ciel rendait visible une étoile au passage. Tantôt l'obscurité redevenait totale. L'une après l'autre, la lumière s'éteignait. À cette heure-ci, de grandes villes Paris, Constantinople, Londres étaient noires comme des rochers épars au milieu des flots. Les routes fluviales étaient cachées. En Angleterre, à cette saison, les arbres étaient couverts de feuilles. Ici, peut-être, au fond de quel bois méridional, un vieux mettait le feu à des fougères en restant dans le livre. 14h13 minutes 21 A. Sèche, et taisait peur aux oiseaux. Les brebis toussaient, une fleur se penchait, légère, vers une autre fleur. Le ciel anglais a plus de suavité, et plus laiteux que le ciel d'Orient. Montant des rondes collines herbues, une sorte de douceur se communique à lui, une humidité le pénètre. Le vent chargé de sel entre par la fenêtre de la chambre de Betty Flandé, et la veuve, se soulevant un peu sur son coude, soupire comme quelqu'un qui fait la découverte mais qui voudrait bien l'écarter encore un peu. La découverte accablante de l'éternité. Mais revenons à Jacob et à Sandra. Ils avaient disparu. L'acropole était éméseux. Où étaient-ils? Les colonnes du temple demeurent, les émotions des vivants reviennent si brisées d'âge en âge, mais qu'en reste-t-il? Quant à monter à l'acropole, qui peut dire que personne n'y soit jamais parvenu, qui peut affirmer que Jacob, le lendemain à son réveil, ait retrouvé quelque chose d'éternel, à garder à jamais dans sa mémoire? Il n'en alla pas moins à Constantinople. Quant à Sandra Wentworth Williams, quand elle s'éveilla, ce fut pour trouver, à son chevet, un exemple des poèmes de Donne, destiné à prendre place un jour sur un rayor, bibliothèque, dans une maison de campagne anglaise, où la vie du père Damien, en vers, par Sally Dugan, le rejoindrait un jour ou l'autre, à côté de 10 ou 12 autres petits volumes. En rentrant du jardin, le soir, au crépuscule, Sandra feuilleterait ses livres, et les yeux brillants, mais non à cause de leur contenu, elle le laisserait tomber dans un effauteuil, et savourerait à nouveau l'âme de ce qui fut, à moins qu'elle ne restât debout, agitée, tirant de la bibliothèque un volume, puis en restant dans le livre. 14h12 minutes 21:0. Un autre, sautant d'un épisocle à l'autre de sa vie comme un acrobate saute de trapèze en trapèze. Elle avait eu ses heures. Pourtant, la grande horloge, placée sur le palier, battrait un petit coup, et Sandra entendrait s'accumuler le temps. Elle se demanderait « À quoi bon pourquoi se dirait Sandra, mettant le livre de côté, et se dirigeant vers la glace pour tripoter ses cheveux. Et le soir, pendant le dîner, au moment d'ouvrir la bouche pour y enfourner une bouchée de gigot, Miss Edward serait bien surprise par la sollicitude imprévue de Sandra. « Êtes-vous heureuse, Miss Edward ?» Question que la vieille demoiselle ne s'était pas posée depuis des années. À quoi bon pourquoi jamais Jacob ne se posait pareille question? À en juger par sa façon de défaire ses cordons de souliers, de se raser, à en juger par la façon dont il dormit cette nuit-là, tandis que le vent s'acharnait autour de ses persiennes et qu'une demi-douzaine de moustiques lui cornaient aux oreilles. Jacob ne se demandait rien. Il était jeune et c'était un homme. Sandra n'avait pas tort de le croire naïf, du moins jusqu'à présent. Mais à 40 ans, les choses changeraient sans doute. Déjà les passages soulignés par lui, dans les poèmes de Donne, étaient cette crue, bien qu'on pût toutefois y comparer certains vers des plus purs poèmes de chaque péard. Cependant le vent chassait devant lui l'obscurité dans les rues d'Athènes, la pourchassait, pourrait-on dire, avec une espèce d'accablant mépris, qui rendait vain l'analyse subtile des sentiments ou la description des traits d'un individu. Quel qu'il fût, tous les visages grecs, levantin, turc, anglais devaient être à peu près en restant dans le livre. 14h11 minutes 21%. Semblable dans cette obscurité. La nuit finie, hit la longue, les colons regrets, Saint-Paul rose. Les pyramides et Saint-Pierre apparaissent, et enfin, comme Anade et les temples blanchissent, puis se dorent, puis deviennent gilets. Les chrétiens ont le droit, dans la plupart des villes, de réveiller les gens, par leur interprétation musicale du sens à donner à la journée. Ensuite, moins mélodieux aiment notamment,
Les dissidents des différentes sectes lancent une réplique tintelmaresque. Les grands vapeurs, retentissant comme de gigantesques diapasons, confirment cette antique vérité, qu'une mer froide, verte et houleuse s'étend place bas, à l'horizon. Mais de nos gissures, c'est la voix du devoir, sa voix perçante, sortant d'une cheminée d'usine en même temps qu'un pâle filet de fumée, qui rassemble les plus vastes multitudes, et la nuit n'est qu'une halte. Un long soupir entre deux coups de marteau, une profonde reprise de respiration que l'on perçoit par chaque fenêtre ouverte, même en plein cœur de Londres, mais qui, sauf les détraqués, ou les insomnieux, ou les penseurs debout, les deux mains au-dessus des yeux, sur quelque roche écarpée, qui donc voit ainsi les choses, sous une forme squelettique privée de chair, le squelette, assurbito, n'est pas décharné. Jamais la bouilloire ne bout si bien que par un mâtir de soleil, déclare Mrs. Grandage, en regardant l'heure à la pendule. Alors le chat perçant s'étend sur le bord de la fenêtre, et de sa patte de velours soufflait un papillon de nuit. Et avant la fin du déjeuner, on est en retard. Aujourd'hui, la bonne apporte un point d'arme sur les genoux de sa mère, et il va falloir qu'elle veille sur le sucrier, pendant que son mari parcourt dans le Times la rubrique golf, sirote son café, essuie ses moustaches, et part pour son bureau, où il jouit d'une grande tout en restant dans le livre. 14h10 21%. Autorité en matière d'échanges commerciaux, et où il est désigné pour la prochaine promotion. Le squelette est confortablement revêtu de chair. Même par cette nuit sombre où le vent chasse devant lui l'obscurité dans Lombard Street, et fêter l'âne, et Bedford Square, et agite doucement, car on est en été, en plein été, les platanes mouchetés de lumière électrique, et les rideaux qui protègent les chambres contre l'arrivée de l'aube. Les dormeurs murmurent encore la dernière parole échangée au bas de l'escalier, où se débattent, à travers leurs rêves, dans l'attente de la sonnerie du réveil matin. Ainsi le vent rôde dans la forêt, d'innombrables rameaux palpitent, les ruches sont caressées, les insectes secoués sur les brins d'herbe, l'araignée se réfugie dans une fente de l'écorce, et toute l'atmosphère est parcourue de souffles, tendus d'élastiques réseaux. Mais ici, dans Lombard Street, fêter l'âne et Bedford Square, chaque insecte porte dans sa tête le globe terrestre tout entier. Les toiles d'araignée de cette forêt sont les projets élaborés pour la réussite d'une affaire. Le miel, un trésor caché, et l'ébranlement de l'atmosphère, c'est l'indicible agitation de Cully. Mais la couleur reparaît, gagne le long des bessétiennes d'herbe, explose au cœur des tulipes et des crocus, barre les troncs de traits vigoureux, imprègne le tissu impalpable de l'air, revêt les gazons et les étangs. La Banque d'Angleterre sort de l'ombre, ainsi que le monument, couronné de sarrêtes chevelurdées, les gros chevaux qui passent sur London Bridge semblent RG, 21 LT, violet, ou couleur de fer. Lorsque les trains suburbains se ruent dans les gares terminus, on en restant dans le livre. 14h09 22:0. Entend un bruissement d'ailes. Utla et Timir monte le long des façades des hautes maisons aux volets clos, se glisse par une fente et chatoie sur les amples rideaux de soie cramoisie, sur les gobelets de cristal vert, les tasses à café, les chaises en désordre. Le soleil vient frapper le miroir à barbe, et les rutilambres de cuivre, et les gaies parures destinées au jour, ce joyeux, cet indiscret, cet invincible et resplendissant un jour d'été, qui a depuis longtemps vaincu le chaos, dissipé les brumes du Moyen-Âge, qui a drainé les marais, édifié à leur place des demeures de pierre et de cristal, et muni nos esprits et nos corps d'un tel arsenal d'armes de combat que voir tout simplement tac foudroyante et la riposte de ceux qui sont engagés dans la lutte journalière. C'est plus beau que de contempler l'antique déploiement en ordre de bataille des armées dans la plaine 13. Nous sommes au cœur de la saison été, bon ami. Déjà le soleil avait fait lever des cloques sur le dossier des fauteuils verts de Hyde Park, écailler l'écorce des platanes, changer la terre en poussière, ou en grumeaux doux et lisses. Des roues ne cessaient de tourner autour d'Hyde Park. Au cœur de la saison, répéta Bonamy d'un ton sarcastique. Sarcastique, à cause de Clara gitrant sarcastique, à cause de Jacob, qui était revenu de Grèce très maigre et très basané, les poches bourrées de notes de voyage, qu'il sortit quand l'homme autant restant dans le livre. 14h08 22:00. Chaise 20 lui réclamait son dû. Bonamy était sarcastique, parce que Jacob était silencieux s'il ne m'a pas dit une parole pour montrer qu'il était content de me revoir, pensait Bonamy avec amertume.
sans discontinuer. Les autos traversaient la serpentine. Les gens élégants marchaient en levant très haut la tête, ou s'accoudaient avec grâce sur les palissades. Les gens du commun étaient étalés, à plat sur le gazor, les genoux remontés, les moutons paissaient, sur leurs pattes raides, et les petits enfants descendaient en courant la pente herbue, étendaient les bras, et tombaient. D'une élégance, tout cela, remarqua Jacob. D'une élégance, cette expression, sur les lèvres de Jacob, exprimait par on ne sait quel mystère toute la beauté d'une nature que Bon-Ami trouvait de jour en jour plus sublime, plus dévastatrice, plus inquiétante, quoique son ami fût encore, et peut-être dût toujours rester, un barbare incompréhensible. Quels superlatifs, quelles épithètes, comment disculper Bon-Ami d'une sentimentalité des plus vulgaires, comment ne pas l'accuser d'être ballotté comme un bouchon par les vagues, sans se laisser guider par la raison, et sans tirer aucun moyentage de la connaissance des classiques, le summum de la civilisation, dit Jacob. Il adorait se servir de mots latins. Magnanimité, vertu de tels mots, quand Jacob les prononçait dans ses conversations avec Bon-Ami, signifiait qu'il se sentait maître du terrain, que Bon-Ami n'avait qu'à jouer autour de lui comme un affectueux épagnol, et que probablement, l'entretien finirait par une bataille tant restant dans le livre, I 4h07. 4%. 111 et la Grèce, dit Bon-Ami. Le Parthénon, etc. Je n'y ai rien découvert qui corresponde à notre mystique européenne, dit Jacob. Question d'atmosphère, je suppose, dit Bon-Ami. Et tu es allé à Constantinople? Oui, dit Jacob. Bon-Ami se tut, fit rouler un caillou, puis, jaillissant avec la vivacité et la précision d'une langue de lézard, ces mots sortirent de ses lèvres. Tu es amoureux? Jacob rougit. Jamais le couteau le mieux aiguisé ne fit entaille plus profond. Quant à répondre, ou apparaître le moins du monde avoir entendu, cela, non. Jacob resta les yeux perdus, immobile, monolithique. Ô charmant, charmant, admirable, un véritable amiral anglais, cria Bon-Ami avec fureur, se levant pour partir, partant, attendant un mot qui ne vint pas, trop fier pour regarder en arrière, et marchant de plus en plus vite, jusqu'au moment où il se surprit à inspecter l'intérieur des autos, en maudissant les femmes. Qui était la jeune beauté? Clara, Florinda, Fanny? Quelle était la mignonne petite créature? Certainement pas Clara Durand. Il fallait faire de l'exercice au terrier d'Aberdeen, et comme justement Monsieur Baudelaire prenait congé, et ne demandait qu'à se promener, Clara et lui sortirent ensemble. Ce brave petit Baudelaire qui avait un appartement à l'Albanie, qui écrivait aux Times des lettres humoristiques sur les hôtels à l'étranger et les aurores boréales. Baudelaire aimait la jeunesse, et descendait pisser à dit le bras droit posé au creux de ses reins, temps restant dans le livre. 14h06:22. Petit démon, s'écria Clara, et elle mit le chien en laisse. Baudelaire s'attendait à des confidences, les espérait. Bien que profondément attachée à sa mère, Clara avait parfois le sentiment, mon Dieu, que sa mère était si sûre d'elle-même, qu'elle ne comprenait pas que les autres fussent ridicule comme je le suis, lança-t-elle, tirée par le chien. Elle faisait à Baudelaire l'effet d'une chasseresse, dont il cherche de thé en vain à retrouver le nom, une vierge au pâle visage, avec un fugitif rayon de lune sur les cheveux. Grand essor d'imagination, de la part de Baudelaire. Clara était toute rougissante, à voir parler si librement de sa mère. Uniquement à Monsieur Baudelaire, il est vrai, à ce brave Monsieur Baudelaire, qui aimait beaucoup Mrs. Durand, selon son devoir, mais parler n'était pas naturel à Clara, et pourtant c'était affreux de sentir, comme elle l'avait fait tout le jour, qu'elle ne pouvait pas ne pas par premier à quelqu'un. Attends que nous ayons traversé, dit-elle au chien, en se penchant. Heureusement, elle commençait à se remettre. Maman se fait tant de soucis pour l'Angleterre, dit-elle. Tant de soucis, et Baudelaire se vit frustré comme d'habitude. Marat ne ferait pas de confidence. Pourquoi donc est-ce que les jeunes ne mettent pas ordre à tout ça? Et avait-il envie de demander qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires au sujet de l'Angleterre, question à laquelle la pauvre Clara eût été bien empêchée de répondre, car au moment même où Mrs. Durand discutait avec Sir Essigar la politique d'Edward Grey, temps restant dans le livre, 14h04:22%. Clara se demandait pourquoi le cabinet italien était poussiéreux, et pourquoi Jacob n'était pas venu. Ah, Mrs. Codley Johnson, et elle avait tendu les jolies tasses à thé de porcelaine, et accepté avec un sourire le compliment coutumier. Personne ne faisait le thé comme elle,
À Londres, nous le prenons chez Brooklebank, disait-elle. N'aurait-elle pas dû être satisfaite surtout depuis c'est que sa mère avait si bonne mine, et trouvait tant de plaisir à s'entretenir, avec Sir Edgar, du Maroc, du Venezuela, que sais-je. Jacob pensait Clara, le brave monsieur Baudelaire, toujours si aimable avec les vieilles dames, la regardait, ne la regardait pas, se demandait si Mrs. Durand n'était pas trop sévère pour sa fille, se posait des questions sur Bonamy, sur Jacob. Lequel des deux? Il bondit lorsque Clara lui rappela que le chien avait besoin d'exercice. Leur promenade les avait conduits jusqu'à l'emplacement de l'ancienne exposition. Ils regardaient les tulipes. Raides contournées, les mastiches de Cyrlis sortaient de terre, prêtes à fleurir, mais pas encore épanouies, déjà teintées de pourpre et de corail, pleines de vigueur et de vie. Chaque tuile le projetait à son ombre, chacune croissait correctement dans les limites du losange que le jardinier lui avait assigné. Ce n'est pas Barne qui obtiendrait un pareil résultat, dit Clara pensive, et elle soupira. Vous négligez vos amis, dit Monsieur Baumley, lorsqu'un passant, allant en sens inverse, souleva son sépot. Elle tressaillit, reconnut la façon de saluer de Monsieur Lionel Parquet et gaspilla en son honneur un sourire destiné à Jacob, tant restant dans le livre. 14h03:22. Jacob pensait-elle, mais tu vas te faire écraser, si je te détache, dit-elle au chien. L'Angleterre me paraît se porter fort bien, dit Monsieur Baudelaire. La grille qui protège la statue d'Achille était entourée d'une multitude d'ombrelles et de gilets, de bracelets et de chaises, de dames et de messieurs bien installés, observateurs superficiels, flâneurs élégants. Cette statue a été érigée par les femmes anglaises. Clara lut ces mots à haute voix, avec un bête de petit rire. Ah, Monsieur Baudelaire, mon Dieu au galop, au triple galop un cheval passait, sans cavalier, les étriers pendaient, les aillots giclaient. Arrêtez-le, Monsieur Baudelaire, cria-t-elle toute pâle, toute tremblante, cramponnée au bras de son compagnon, totalement égarée, prête aux larmes. Tété, disait, 1 heure plus tard, Monsieur Baudelaire dans son cabinet de toilette. Commentaire suffisant, bien qu'inarticulé à cause de son valet de chambre, qui lui tendait ses boutons de manchette. Julia Elliott, elle aussi, avait vu le cheval échapper, et avait quitté sa place pour observer les suites de l'incident, qui lui semblait assez grotesque, à elle qui sortait d'une famille sportive. En tout cas, un petit bout d'homme désarçonné était arrivé tout courant, la culotte couverte de poussière, et paraissant fort ennuyé, et un agent de police l'avait aidé à se remettre en selle, au moment même où Julia Elliott, avec un sourire sardonique, partait dans la direction de Marbleach pour aller remplir sa mission de sœur de charité. Cette mission ne consistait qu'en une visite à une vieille dame qui avait autrefois beaucoup connu sa mère, et peu en restant dans le livre. 14h02:22. Jacob pensait-elle, mais tu vas te faire écraser, si je te détache, dit-elle au chien. L'Angleterre me paraît se porter fort bien, dit Monsieur Baudelaire. La grille qui protège la statue d'Achille était entourée d'une multitude d'ombrelles et de gilets, de bracelets et de chaises, de dames et de messieurs bien installés, observateurs superficiels, flâneurs élégants. Cette statue a été érigée par les femmes anglaises. Clara lut ces mots à haute voix, avec un bête de petit rire. Ah, Monsieur Baudelaire, mon Dieu au galop, au triple galop un cheval passait, sans cavalier, les étriers pendaient, les aillots giclaient. Arrêtez-le, Monsieur Baudelaire, cria-t-elle toute pâle, toute tremblante, cramponnée au bras de son compagnon, totalement égarée, prête aux larmes. Disait, 1 heure plus tard, Monsieur Baudelaire dans son cabinet de toilette. Commentaire suffisant, bien qu'inarticulé à cause de son valet de chambre, qui lui tendait ses boutons de manchette. Julia Elliott, elle aussi, avait vu le cheval échapper, et avait quitté sa place pour observer les suites de l'incident, qui lui semblait assez grotesque, à elle qui sortait d'une famille sportive. En tout cas, un petit bout d'homme désarçonné était arrivé tout courant, la culotte couverte de poussière, et paraissant fort ennuyé, et un agent de police l'avait aidé à se remettre en selle, au moment même où Julia Elliott, avec un sourire sardonique, partait dans la direction de Marbleach pour aller remplir sa mission de sœur de charité.
Cette mission ne consistait qu'en une visite à une vieille dame qui avait autrefois beaucoup connu sa mère, et peu en restant dans le livre. 14h02 A, être aussi Wellington. Julia téageait passion de son sexe pour les malheureux, aimait à visiter des chambres mortuaires, recevait des confidences à la douzaine, connaissait plus de généalogie qu'un écolier ne sait de date, lançait la pantoufle en l'air au mariage, et c'était une des meilleures, des plus généreuses et des plus indiscrètes des femmes. Nonobstant, 5 minutes après avoir dépassé la statue d'Achille, elle avait le regard rêveur d'une personne mêlée à la foule par une après-midi d'été, quand les arbres sont bruissants, quand les rayons des rouges jaunes étincellent, quand le tumulte du temps présent est une sorte d'élégie à la jeunesse envolée aux étés défunts, si bien qu'une étrange tristesse naissait dans son âme, comme si au travers des gilets et des robes, le temps et l'éternité devenaient visibles, comme si elle voyait les humains marcher tragiquement vers leur destruction. Pourtant, Dieu sait que Julia Elliott n'était pas sentimentale. Une femme plus dure en affaires, on ne l'aurait pas trouvée. Elle était toujours exacte. Lady Congreve l'attendait à 5 heures. La montre qu'elle portait au poignet lui donnait 12 minutes et demie pour arriver à Burton Street. La pendule dorée, chez Verret, sonnait 5 heures. Florinda la regarda d'un œil morne, d'un œil animal. Elle regarda la pendule, elle regarda la porte, puis elle regarda la glace. En face d'elle, elle rajusta son manteau, et se rapprocha de la table. Elle était enceinte. Pas de doute possible, la mère Stuart l'avait dit, conseillant des remèdes, consultant des amis. Couler, Florinda, couler, à pic, à paix au talon, alors qu'elle marchait, gère sur les eaux. Sa consommation, rose et douceâtre, lui avait été servie, et elle aspire, à le liquide au moyen d'une paille, les yeux fixés tantôt sur la temps restant dans le livre. 14h01 glace, tantôt sur la porte, Récon, 01 un E accent aigu C, RC1, un nu de sucré. Lorsque Nick Branham, à son tour, entra, il parut évident, même aux yeux d'une jeune servante suisse, qu'ils avaient une question à débattre ensemble. Nick tirait sur ses vêtements, d'un air gêne, se passait la main dans les cheveux, et il finit par s'asseoir, timidement, comme quelqu'un qui se prépare à passer un examen. Elle le regarda, et éclata de rire. Elle riait, riait debout contre un pilier, les pieds croisés l'un sur l'autre. La jeune Suissesse riait aussi. La porte s'ouvrit, anonyme, impitoyable, la rumeur de Regent Street entra dans la salle, en même temps qu'un rayon de soleil souillait des houées de poussière. La serviette se eut à s'occuper des arrivants. Branham leva son verre. Tiens, il ressemble à Jacob, dit Florinda, regardant un nouveau venu. Il a son regard. Elle cessa de rire. Cependant Jacob, la tête baissée, dessinait par terre, à Hyde Park, un plan du Parthénon, ou du moins un réseau de lignes enchevêtrées, qui aurait tout aussi bien pu être un schéma géométrique quelconque. Et pourquoi ce caillou s'obstinait-il à vouloir rester là, dans le coin? Ce n'est pas pour faire le dénombrement de ses notes de voyage qu'il tira de sa poche une liasse de papier, mais bien pour relire une longue lettre, d'un style facile et QANT, écrite 2 jours auparavant, à Milton de Heods, par Sandra Williams. Le livre offert par Jacob devant elle, et dans l'esprit, le souvenir d'une certaine chose qu'elle avait dite ou voulu dire, d'une certaine minute, dans l'obscurité, sur le chemin de l'Acropole, qui, c'était du moins sa conviction, était inoubliable. Il me fait penser, songeait-elle, à ce personnage de Molière. Temps restant dans le livre. 14h00 Elle voulait dire Alceste 1h11 voulait dire que Jacob était peu maniable. Elle voulait lire en même temps qu'elle saurait bien se moquer de lui. Ne le pourrais-je pas, pensait-elle, en allant ranger les poèmes de Donne. Il serait, continua-t-elle, en s'approchant de la fenêtre pour regarder les parterres multicolores semés parmi le gazon, où paissaient des vaches manchées noires. À l'ombre des bouleaux, il serait scandalisé s'il m'entendait. La voiture du bébé passait par la petite porte ménagée dans la clôture. Sandra porta les mains à ses lèvres et envoya un baiser. Jimmy, guide épais sa bonne, agita la main. Lui aussi, c'est un petit garçon, dit-elle, pensant à Jacob. Mais alors Alceste, ce que vous pouvez être à assommant, grommela Jacob, tendant premièrement une jambe, puis l'autre, et tâtant chacune de ses poches pour y trouver son ticket. Les moutons doivent l'avoir brouté, dit-il.
Pourquoi entretenir ici des moutons? Bien contrarié de vous déranger, un sieur, dit l'homme aux chaises, la main dans son sac plein de menus monnaies. Enfin, je pense que vous êtes payé pour faire ça, dit Jacob. Ah le voilà. Non, gardez, gardez. Allez vous saouler. Il s'était allégé d'une demi-couronne, avec indulgence, avec compassion, avec un immense mépris pour l'espèce humaine. En ce même moment, la malheureuse Fanny, cheminant le long du Strand, pensait, sans être capable de se l'expliquer, à cette façon nonchalante, indifférente et superbe qu'avait Jacob de parler autant relève TR, Rilrikili. 13 c'est dit Yenam Kma, chef de train ou au roi Téclan les gares, ainsi qu'à Mrs. Whithorn, quand celle-ci lui demandait conseil au sujet de son fils, constamment corrigé par le maître d'école. Abreuvée exclusivement depuis 2 mois de cartes postales coloriées, Fanny se faisait de Jacob une image plus sculpturale, plus magnifique et moins ressemblante que jamais. Pour renforcer sa vision, elle s'était mise à fréquenter le British Museum où tenant les paupières baissées jusqu'à ce qu'elle fût coude à coude avec certaines statues d'Ulysse ravagées par temps, elle levait les yeux tout à coup, et recevait en plein visage le choc de la présence de l'absent de quoi vivre une demi-journée. Mais, cette impression s'usait, à la longue. Alors elle s'était mise à écrire des poèmes, des lettres qu'elle n'envoyait pas, elle retrouvait partout Jacob sur des affiches, des panneaux de réclame, et elle traversait la rue, pour permettre à l'orgue de barbarie de transformer sa rêverie en chant lyrique. Mais au petit déjeuner, qu'elle partageait ainsi que sa chambre, avec une institutrice, quand le beurre souillait le bord de l'assiette, et quand les dents de la fourchette étaient barbouillées de jaune d'œuf. Elle révisait avec colère ses imaginations, et se montrait, en réalité, de fort méchante humeur. Son teint se fanait neuf. Jerry Jackson le lui disait bien, en laçant ses gros souliers, et en ramenant toute l'histoire sur le plan du bon sens vulgaire et de la sentimentalité banale, car elle avait aimé, elle aussi, et elle avait été dupe. Nos grands-mères auraient dû nous prévenir, se disait Fanny, tout en contemplant la devanture de Bacon, le marchand de cartes géographiques, et nous avertir que fade des histoires ne sert à rien, que c'est la vie, voilà ce qu'elles auraient dû nous dire, comme ce gitan restant dans le livre. 13h57 23% le disait aujourd'hui Nivalmi, devant un énorme globe terrestre colorié en jaune, et sillonné, le ligne de navigation. C'est la vie, répétait Fanny. Quelle dureté sur ce jeune visage, pensait Miss Barnell. De l'autre côté de la glace, elle était venue acheter des cartes de Syrie, et attendait impatiemment son tour. Comme les jeunes filles vieillissent vite, à présent l'équateur tremblait à travers des larmes. Piccadilly demanda Fanny au conducteur, et elle monta sur l'impériale. Après tout, Jacob reviendrait, il lui reviendrait, il fallait qu'il revînt. Mais Jacob, assis sous un latana à Hyde Park, aurait aussi bien pensé au Grand Turc, à Rome, à l'architecture, à la jurisprudence qu'à Fanny Allenay. L'omnibus était arrêté à la hauteur de Charing Cross, et à sa suite s'entassaient d'autres omnibus, camions et autos, car une procession avec des bannières défilait dans Whitehall, et des hommes d'âge descendaient, les jambes raides, d'entre les pattes des lions luisants de Trafalgar, ayant témoigné de leur croyance en chantant à plein gosier, ne quittant des yeux leur musique pour regarder le ciel, et restant les yeux au ciel rendant qu'ils suivaient les étendards où leur credo s'inscrivait en lettres, Gior. La circulation étant interrompue, et la chaleur n'étant plus atténuée par la brise, le soleil devenait presque trop ardent. Mais la procession passa, les bannières, à présent, étincelaient tout au bout de Whitehall, le passage redevint libre, la circulation reprit brusquement, déchaîna son GRC dement monotone et continu, prit son tournant à la hauteur de L. Oxford Street, et lancé à toute vitesse, passa devant les bâtiments officiels et les nombreuses statues restant dans le livre. 13h56 23 autres équestres semaient le long, la grande artère, pour aboutir aux clochers aigus, l'immense vaisseau de pierre grise ancré au sol, et à la grande horloge blanche, de Westminster. Big Ben psalmodie à 5 heures. Nelson reçut la salve accoutumée. Une communication à longue distance fit vibrer les fils téléphoniques de l'amirauté. Une voix, sans interruption, annonça que des premiers ministres et des vice-rois parlaient au Reichstag ou arrivaient à Lahore, que l'empereur d'Allemagne était en voyage, qu'il y avait des troubles à Milan, des rumeurs à Vienne, ajoutant que l'ambassadeur à Constantinople avait obtenu une audience du sultan,
Et si la flotte était à Gibraltar? La voix continua ses révélations, faisant passer sur le visage des rédacteurs à Whitehall, Jimmy Durant était du nombre, et dans la pensée de ceux qui écoutaient, déchiffraient, transcrivaient, quelque chose de son inexorable gravité. Les feuilles s'entassaient, remplies de discours du Kaiser, de statistiques relatives à la production du riz, de revendications de centaines d'ouvriers qui, dans des ruelles écartées, complotaient des soulèvements, ou qui s'assemblaient dans les bazars de Calcutta, ou qui groupaient leurs forces dans les hautes terres d'Albanie, pays luxe montagne couleur de sable, semé d'ossements sans sépulture. La voix parlait avec netteté, dans la grande pièce silencieuse où un homme d'un certain âge rédigeait des notes en marge de feuilles dactylographiées, son parapluie à pommes d'argent dressé contre la bibliothèque. Sa tête chauve, coupe rosée, aux traits tirés, représentait toutes les têtes contenues dans cet édifice. Ce visage, au regard pâle et bienveillant, portait d'un ministère à l'autre le fardeau de la temps restant dans le livre. 13h55 23 pour sans connaissance, le déposait devant ses collègues, qui en étaient également accablés, et alors cessaient ce personnage, levant leurs plumes, ou peut-être se déplaçant avec lassitude dans leur fauteuil, décréter que le cours de l'histoire allait changer, noblement résolu, d'ailleurs, à imposer quelque sagesse au Raja et au Kaiser, au murmure des bazars, au rassemblement secret, parfaitement visible de Whitehall, des montagnards albanais, à diriger, en un mot, le cours des événements. Les bustes de Pitt et de Chatham, de Burke et de Gladstone, s'entre-regardaient, d'un air d'éternelle quiétude que les vivants d'aujourd'hui auraient pu leur envier. C'est un air, l'atmosphère était pleine d'appels et de menaces, pendant que la procession défilait le long de Whitehall. En outre, certains de ces messieurs étaient atteints de dyspepsie, l'un d'eux avait fêlé le verre de ses lunettes, un autre devait prendre la parole le lendemain. À Glasgow, dans l'ensemble, ils étaient trop rouges, trop pâles, trop gras, trop maigres, pour diriger comme l'avaient fait les bustes de marbre le cours de l'histoire. Dans son petit bureau de l'amirauté, Jimmy Durant s'étant levé pour consulter un livre bleu, s'arrêta un instant près de la fenêtre, et remarqua un placard fixé à un réverbère mi-estomac, une des dactylos. Dit à son ami que si le cabinet s'obstinait à siéger encore longtemps, elle allait manquer son type, qui lui avait donné rendez-vous devant le théâtre de la Gaîté. Jimmy Durant, retournant à sa place avec son livre bleu sous le bras, vit un petit rassemblement au coin de la rue, un tas de gens pressés autour de quelqu'un, comme si ce quelqu'un savait quelque chose, et, les uns contre les autres, ces gens regardaient autour d'eux avec inquiétude. Que leur apprenait-on donc, tant restant dans le livre? 13h54 23 0 posant devant lui le livre bleu, Nini examina un papier envoyé par la trésorerie pour réclamer un renseignement. Monsieur Cardley, son collègue, empala une lettre dans un fichier. En ce moment Jacob, à Hyde Park, quittait sa chaise, déchirait son ticket, et s'en allait. Quel coucher de soleil, écrivait Mrs. Flandé à son fils Archer, à Singapour. Impossible de se dérider à rentrer. En perdre une seule minute paraissait un crime lorsque Jacob se remit en route. Les hautes fenêtres du palais de Kensington ruisselaient d'un feu une bande de canards sauvages volquaient au-dessus de la serperie, et les arbres se détachaient, sombres, magnifiques, sur le ciel. Jacob, écrivait Mrs. Flandé, avec un reflet rouge sur son papier, Jacob s'est courageusement remis au travail. Après son admirable voyage, le Kaiser, disait la voix lointaine dans Whitehall. Le Kaiser m'a reçu en audience, mais je connais cette figure, s'écria le révérend Andrew Floyd, sortant de chez Carter dans Piccadilly. Je veux bien être pendu, et il regarda Jacob, se retourna pour le voir encore, mais sans être certain. Ah, je sais, Jacob Flandé, finit-il par s'écrier, frappé d'une lueur soudaine. Mais le garçon qu'il venait de voir était si grand, semblait si étranger à ce qui l'entourait, c'était un si beau garçon. Je lui avais donné les œuvres de Byron, dit Andrew Floyd rêveur, et il fit un pas en avant, au moment où Jacob allait traverser, mais il hésita, laissa passer l'instant favorable, temps restant dans le livre. 13h53 23 une seconde de procession, sans lumière cette fois-ci, bloc et long acre. Des voitures, contenant des douairières aux vêtements de teinte améthyste, et des messieurs décorés d'œillets rouges, barraient la route aux cabs et aux autos, ou des hommes en gilets blancs, harassés.
en route vers les bosquets fleuris et les salles de billard de Putney et de Wimbledon, se reposaient des fatigues de la journée. 2 orgues de barbarie glapissaient au bord du trottoir, et des chevaux sortant de chez Elridge avec une étiquette blanche sur la croupe, se cabraient, et étaient élégamment ramenés d'un coup de renne vigoureux. Mrs. Durand, assise en auto à côté de Wortley, s'impatientait, craignant de manquer l'ouverture. Mais M. Wortley, comme toujours plein d'urbanité, comme toujours certain d'arriver à l'heure, boutonnait ses gants et admirait Clara. « Passer une soirée pareille au théâtre, c'est honteux, dit Mrs. Durand, en voyant resplendir les glaces des carrossiers de Longacre. Vous pensez sûrement à votre land, dit M. Wortley à Clara. Oh mais Clara aime autant être ici, dit en riant Mrs. Durand. Réellement je ne sais pas, dit Clara, qui regardait les fenêtres étincelantes. Tout à coup, elle tressaillit, elle avait aperçu Jacob. Qu'est-ce, se demanda vivement Mrs. Durand en se penchant à la portière. Mais elle ne vit personne. Sous la voûte de l'opéra, des faces larges et de maigres visages, les uns poudrés, les autres moustachus, étaient tous du même rouge au soleil couchant. L'esprit steam, accent aigu par les immenses lustres aux lumières voilent les couleurs de prime vert. Par la rumeur des pas, les tentures écarlates, et tout cet ensemble pompeux, quelques dames, tant restant dans le livre. 13h51 23% pendant un instant, se tournèrent en pensée vers des chambres nauséabondes, tout près du théâtre, dans des ruelles, avec des femmes dépeignées, ou des jeunes filles, ou des enfants, qui mettaient la tête à la fenêtre. Les hautes glaces, au passage, faisaient s'attarder les dames, mais il fallait suivre le courant, ne pas obstruer le passage. La lande chère à Clara était de toute beauté. Les restes mortels des Phéniciens dormaient sous leurs entassements de pierres grises, les vestiges visibles des mines de jadis montaient rigides, vers le ciel. Déjà le vol des phalènes jetait un frémissement sur les bruyères. Sur la route, en contrebas, on entendait grir point et les roues des charrettes, et l'aspiration et le soupir des vagues montaient avec douceur, obstinée, éternelle. Protégeant ses yeux de sa main, Mrs. Pascoe, debout dans son carré de choux, regardait à l'horizon mouvant. 2 vapeurs et un voilier se croisèrent, se dépassèrent, et dans la baie, les mouettes venaient sans cesse se poser sur une épave flottante, puis s'élevaient très haut, puis revenaient, tandis que d'autres se laissaient porter par la vague vers le rivage où elles restaient visibles, jusqu'à ce que la lune répandît sur toute chose une égale belle égale hacheur. Mrs. Pascoe était rentrée depuis longtemps, mais les colonnes du Parthénon recevaient encore un reflet rouge, et les femmes grecques qui tricotent, et rappellent de temps à autre leurs enfants pour les épouiller, étaient aussi vifs que des hirondelles par la grande chaleur, se querellaient, grondaient, donnaient le sein à leurs mioches, jusqu'à la minute où les vaisseaux du Pirée tirèrent leurs coups de canon, temps restant dans le livre. 13h50 23:00 le son s'étala, puis se propagea, par explosions irrégulières, entre les îles. La nuit se referma sur la Grèce, comme un couteau. Le canon dit Betty Flandé à moitié endormie, sortant de son lit et allant à la fenêtre enguirlandée de feuillages sombres. Pas à une pareille distance, pensa-t-elle. C'est la mer. De nouveau, très loin, elle entendit ce bruit sourd, comme si les filles de la nuit battaient des tapis, point-virgule immense. Son frère Morty avait disparu. Son mari, Céabre, était mort. Ses fils se battaient pour leur pays. Mais les poulets étaient-ils en sûreté? On aurait dit que quelqu'un bougeait. Était-ce Rebecca qui avait mal aux dents? Non. Les filles de la nuit battaient leur grand tapis. Les poules s'agitaient un peu sur leur perchoir. 14 Il a tout laissé tel quel, dit Bonamy, avec surprise. Sans rien ranger. Toutes ces lettres éparpillées, afin que chacun puisse les lire. À quoi s'attendait-il donc? Croyait-il qu'il en rêverait ainsi, songeait Bonamy, debout au milieu de la chambre de Jacob. Le XVIIIe siècle a son caractère, un caractère de distinction. Dans toutes les maisons construites il y a environ 150 ans, les pièces sont belles, les plafonds élevés, au-dessus des portes, une rosace, ou bien une tête de bélier, éculptée en plein bois, même les boiseries, de couleur framboise, ont de la distinction. Bonamy ramassa par terre une facture concernant une cravache, temps restant dans le livre. 13h49 23%, elle doit avoir été payée, dit-il. Il trouva les lettres de Sandra. Il apprit que Mrs. Durand se proposait d'emmener des amis à Greenwich, que Lady Roxby espérait avoir le plaisir, l'air languide dans une chambre déserte,
À peine gonfle-t-il les rideaux, les fleurs bougent centilitres et naissent la jarre. Une fibre du fauteuil d'osier craque, bien qu'il n'y ait personne dedans. Bon-Ami gagna à la fenêtre. Une voiture de livraison filait le long de la rue. Les omnibus étaient bloqués devant chez Muddy. Les moteurs trépidaient, et les charretiers, serrant frein, arrêtaient brutalement leurs chevaux. Une voix dure et mécontente criait quelque chose d'inintelligible. Et, tout à coup, tous les feuillages parurent se soulever en même temps. Jacob, Jacob cria Bon-Ami, debout devant la fenêtre. Les feuilles retombèrent. Quel désordre partout s'exclama Betty Flandé, ouvrant la porte de la chambre à coucher. Bon-Ami se retourna. Que vais-je faire de ça, monsieur Bon-Ami? Elle tenait à la main une paire de vieux souliers qui avaient appartenu à Jacob tant restant dans le livre. 13h48 23:00.